Le ciel de fin mars était comme un linceul gris sur le cimetière de Greenhaven, assorti au visage sombre de ceux qui s'étaient rassemblés autour du petit cercueil blanc. Les funérailles de Sophie Taylor, âgée de 6 ans, avaient attiré presque toute la ville de Riverest, le chagrin collectif palpable dans l'air frais du printemps. Robert Taylor se tenait immobile à côté du cercueil de sa fille, une coquille vide de l'homme qu'il était quelques jours auparavant. La cérémonie touchait à sa fin lorsque l'agitation commença. Un puissant berger allemand fit irruption à travers la foule séparée, ignorant les ordres de son maître en uniforme. Le chien de l'unité K9 de la police nommé Dakota se précipita vers le cercueil avec une détermination sans faille, provoquant des halètements parmi les personnes en deuil. D'un mouvement fluide, le berger sauta et se positionna directement au-dessus du petit cercueil blanc, son corps tremblant mais résolu. « Éloignez cet animal d'elle !» cria quelqu'un alors que le maître chien s'approchait en s'excusant laisse à la main. Mais lorsqu'il tenta de retirer Dakota, le chien montra les dents, ce qu'il n'avait jamais fait à son maître auparavant. Au bord du rassemblement se tenait une silhouette vêtue de cuir, un homme dont le visage était partiellement obscurci par une barbe grisonnante et des lunettes de soleil foncé. Jake Morgan observa le comportement du chien avec une intensité croissante, ses yeux entraînés par l'armée se plissant. Quelque chose n'allait pas. Le chien ne faisait pas que pleurer, il alertait et Jake Morgan savait exactement ce que cela signifiait. Laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires ainsi que la ville d'où vous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. Sophie Taylor avait toujours été une étincelle de soleil dans la petite ville de Riverest. À seulement 6 ans, elle possédait une sagesse et une compassion qui semblaient dépasser de loin son âge. Avec ses cheveux blonds miel souvent attachés en tresses dépareillées, et des yeux qui passaient du bleu au gris selon son humeur, elle avait le don de faire en sorte que tout le monde se sente spécial. Mais sous son extérieur joyeux se cachait une lutte quotidienne. Depuis l'âge de 3 ans, lorsque le même accident de voiture qui avait coûté la vie à sa mère l'avait laissée avec une lésion cérébrale traumatique, Sophie avait lutté contre l'épilepsie. Les crises survenaient de manière imprévisible, volant des moments de son enfance à chaque épisode. Pourtant, elle maintenait d'une manière ou d'une autre un optimisme inébranlable, surtout en ce qui concernait les animaux. « Les animaux ne vous regardent pas bizarrement quand vous tombez », avait-elle dit un jour à son père. « Ils attendent juste que vous vous releviez. » Robert Taylor avait été un vétérinaire respecté avant que la tragédie ne frappe sa famille. À 42 ans, les mèches prématurées d'argent dans ses cheveux foncés et les rides profondes autour de ses yeux racontaient l'histoire d'un homme qui avait vieilli de plusieurs décennies en seulement 3 ans. Après avoir perdu sa femme Jennifer, Robert ferma son cabinet, incapable de supporter les rappels constants de la façon dont ils l'avaient construit ensemble. Il se consacra entièrement aux soins de Sophie, travaillant à domicile comme transcripteur médical entre ses rendez-vous chez le médecin et ses séjours à l'hôpital. Les factures médicales s'étaient accumulées ainsi que la peur constante qu'un jour une crise puisse emporter sa fille aussi. Ses mains, autrefois assez stables pour des chirurgies délicates, tremblaient souvent lorsqu'il aidait Sophie avec ses médicaments. Un jour à la fois, se murmurait-il chaque matin le chant préféré de sa femme, devenant son mantra désespéré. Dakota est entré dans leur vie comme une créature brisée, un chiot berger allemand découvert avec des côtes fracturées et des brûlures de cigarettes, preuve d'une cruauté inimaginable. Et puis, il y avait Jake Morgan, un homme dont l'extérieur rude cachait des profondeurs inattendues. Avec sa veste en cuir usé couverte de patchs de club de motards et ses bras portant des tatouages militaires décolorés, Jake avait une allure intimidante. Peu de gens à Riverest savaient que le motard bourru était en fait le frère éloigné de Jennifer Taylor, un ancien infirmier de combat de l'armée dont le chemin vers l'autodestruction après le service lui avait coûté ses liens familiaux. Encore moins savait l'incident qui l'avait envoyé en prison. L'agression du docteur Mark Peterson après que le médecin ait refusé un traitement d'urgence à un enfant du mauvais côté de la ville. Le jour qui a tout changé. L'aube était claire et nette exactement 3 ans après la mort de Jennifer Taylor. Robert redoutait cet anniversaire depuis des semaines, regardant Sophie devenir plus silencieuse à l'approche de la date. Le rituel qu'ils avaient établi impliquait de visiter le sentier de randonnée préféré de Jennifer dans les contreforts des Appalaches, où les fleurs sauvages peignaient le paysage de ses couleurs préférées. Cette année, Sophie avait insisté pour apporter un petit bouquet de pissenlits cueillis à la main. Parce qu'ils sont assez forts pour pousser n'importe où, tout comme maman a dit que je l'étais. Ils se garèrent au début du sentier familier, Robert vérifiant 2 fois le sac médical de Sophie. Médicaments supplémentaires, informations de contact d'urgence, casque coussinet spécialisé pour les chutes inattendues.
Le chemin serpentait doucement vers le haut, à travers les chênes et les carriers qui commençaient tout juste à déployer leurs feuilles de printemps. Sophie sautillait devant jamais tout à fait hors de la vue attentive de Robert. Ils atteignirent le point de vue où Jennifer avait autrefois aimé photographier les couchers de soleil, et Robert aida Sophie à disposer ses pissenlits dans un petit cercle de pierre. « Papa, tu as entendu ça ?» demanda soudain Sophie, la tête penchée sur le côté. Robert secoua la tête, n'entendant que le bruissement des feuilles et le chant lointain des oiseaux. Mais Sophie bougeait déjà, attirée par quelque chose que seule elle pouvait percevoir. Robert la suivit anxieusement, l'appelant à ralentir. Quand il la rattrapa, il trouva sa fille agenouillée à côté d'une bûche tombée, parlant de la voix douce qu'elle réservait aux créatures effrayées. « C'est bon, chuchota-t-elle, nous ne te ferons pas de mal. » Au début, Robert ne vit rien. Puis, un léger mouvement révéla la source de l'inquiétude de Sophie. Un chiot berger allemand pas plus de 3 mois coincé sous le bois pourri. La fourrure de l'animal était emmêlée de boue et de sang, une patte arrière tordue à un angle non naturel. Le plus troublant étaient les brûlures circulaires visibles là où la fourrure avait été brûlée, de la peau, des marques délibérées et cruelles qui firent tourner l'estomac de Robert. « Papa, il est gravement blessé », dit Sophie, les larmes aux yeux, « comme moi après l'accident. Nous devons l'aider. » Les instincts vétérinaires de Robert prirent le dessus. Il évalua soigneusement le chiot, mâle gravement déshydraté, multiples blessures mais miraculeusement toujours en vie. Utilisant sa veste pour créer un porte-BE accent aigu improvisé, il enveloppa doucement l'animal tremblant. Le chien ne lutta pas, et ne mordit pas, fixant plutôt Sophie d'un regard intense qui semblait contenir de la reconnaissance. « Il sait que nous l'aidons », dit Sophie avec une certitude absolue. « Je vais l'appeler Dakota. Ça veut dire ami en amérindien. » « En fait, ma chérie, c'est un peu plus compliqué que ça, » commença Robert puis s'arrêta. « Dakota est parfait. » L'hôpital vétérinaire le plus proche était fermé pour rénovation, alors Robert se rendit plutôt au sanctuaire animalier de Blue Ridge. Il y avait fait don de son équipement vétérinaire après avoir fermé son cabinet et savait que la directrice, le docteur Sarah Williams, l'aiderait sans poser de questions. Le sanctuaire était niché contre les contreforts, sa vaste propriété abritant de tout, des animaux de ferme abandonnés aux animaux sauvages blessés. Sarah les rencontra à l'entrée, ses yeux expérimentés, évaluant rapidement la situation. « Ramenez-les tout de suite », ordonna-t-elle, les conduisant à travers le bâtiment principal jusqu'à une salle d'examen bien équipée que Robert reconnut. Elle contenait bon nombre de ses anciens instruments. Fractures multiples, déshydratation, malnutrition et ses brûlures. La voix de Sarah se durcit alors qu'elle examinait doucement Dakota. « Quelqu'un a fait ça délibérément. Nous devrons le signaler. » Pendant que Sarah se préparait pour les radiographies, Sophie s'assit à côté de la table d'examen, parlant doucement à Dakota. Malgré les inquiétudes de Robert concernant l'hygiène et l'agressivité potentielle, les yeux du chiot ne quittèrent jamais la petite fille. Et lorsque Sarah tenta de les séparer pour la procédure, Dakota gémit jusqu'à ce que Sophie soit autorisée à rester en vue. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » remarqua Sarah, « surtout avec un chien qui a été maltraité. Ils ne font généralement pas confiance aux humains du tout après ce qu'il a traversé. Le processus de réhabilitation serait long. Dakota nécessitait une intervention chirurgicale pour sa patte cassée, des antibiotiques pour l'infection et des soins spécialisés pour les brûlures. » Lorsque Sarah suggéra doucement d'envisager de laisser le chiot au sanctuaire, Sophie devint inhabituellement têtue. « Il a besoin de moi, » insista-t-elle, les petites mains serrées en point déterminé. « Et j'ai besoin de lui aussi. » Robert reconnut l'expression sur le visage de sa fille. C'était le regard de Jennifer, celui qui avait toujours signalé une décision inébranlable. Il s'arrangea pour couvrir les frais médicaux de Dakota par versement et s'engagea à mener Sophie pour des visites quotidiennes pendant la convalescence du chiot. Ces visites devinrent rapidement le point culminant de la vie de Sophie. Elle s'asseyait lisant des livres à voix haute à Dakota pendant qu'il guérissait, introduisant clandestinement des friandises malgré le régime alimentaire strict. Robert observa avec étonnement la diminution de la fréquence des crises de sa fille pendant ces visites. Le changement fut subtil au début, 1 jour sans épisode, puis 3, puis 1 semaine entière. Le neurologue de Sophie était prudemment optimiste, notant que les animaux de soutien émotionnel créaient parfois des améliorations mesurables chez les patients atteints de troubles neurologiques. Ce qui étonna vraiment Robert et le personnel du sanctuaire se développa la 3e semaine de leur visite. Sophie était assise à côté du chenil de Dakota lorsque son corps se raidit soudainement, le signe révélateur d'une crise imminente. Avant que Robert ne puisse l'atteindre, Dakota réagissait déjà.
Malgré sa patte en guérison, le chiot appuya contre la porte du chenil jusqu'à ce qu'elle s'ouvre puis se positionna contre Sophie, aboyant fortement jusqu'à l'arrivée de Robert. La crise qui suivit fut plus légère que d'habitude, et Sophie se rétablit plus rapidement. « Ce chien savait avant nous tous », dit Sarah après avoir examiné les images de sécurité du sanctuaire. « Regardez l'horodatage. Il a commencé à agir différemment près de 2 minutes avant l'apparition de ses symptômes cliniques. » Une observation plus approfondie confirma que ce n'était pas une coïncidence. Dakota affichait des comportements d'alerte constants avant les crises de Sophie. Agitation, vocalisation spécifique et positionnement physique qui permettaient à Sophie de s'allonger en toute sécurité avant que la crise ne frappe. Sans formation formelle, Dakota était devenu quelque chose de précieux. Un système d'alerte précoce qui donnait à Sophie de précieuses minutes pour se préparer. Il existe des programmes spécialisés pour les chiens d'assistance pour l'épilepsie, expliqua Sarah à Robert un soir, mais ils coûtent plus de 20 000 $ avec des listes d'attente de plusieurs années. Ce que vous avez trouvé ici est extraordinaire. Alors que Dakota guérissait physiquement, son lien avec Sophie s'approfondit en quelque chose qui transcendait les relations typiques entre humains et animaux. Le chiot maltraité qui aurait dû craindre les humains développa plutôt une étrange harmonie avec les besoins médicaux de Sophie. De son côté, Sophie s'épanouit dans son rôle de protectrice de Dakota, sa confiance grandissant à mesure qu'elle l'aidait avec ses exercices de physiothérapie. « Il était brisé et maintenant il va mieux », dit-elle sérieusement à son père, « tout comme moi. » Robert les regarda ensemble, reconnaissant quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler. Une connexion qui semblait prédestinée plutôt qu'accidentelle. Lorsque Dakota fut finalement autorisé à l'adoption, la décision était déjà prise. Le chiot berger allemand qui avait survécu à une cruauté délibérée rentrerait chez lui avec la petite fille qui avait survécu à une perte dévastatrice. Ni l'un ni l'autre n'étaient entiers, mais ensemble ils créèrent quelque chose de complet. L'appel du département de police de River Cray arriva 6 mois après que Dakota soit devenu membre de la famille Taylor. Le chef Michael Wilson expliqua que leur unité K9 avait observé Dakota pendant les séances de thérapie de Sophie au centre de réadaptation où le département faisait du bénévolat. Les capacités d'alerte naturelle, l'intelligence et le tempérament du berger avaient tellement impressionné le dresseur de chiens K9 qu'il voulait discuter d'une proposition avec Robert. « Nous n'essayons pas de le prendre à votre fille », expliqua le chef Wilson alors qu'ils étaient assis dans le modeste salon des Taylor. Dakota était allongée de manière protectrice aux pieds de Sophie, ses yeux suivant le visiteur inconnu. Ce que nous proposons est un programme de partenariat. Dakota recevrait une formation professionnelle améliorant ses capacités naturelles et il travaillerait à temps partiel avec notre département. Le reste du temps, il resterait le compagnon de Sophie. Robert jeta un coup d'œil à Sophie qui passait distraitement ses doigts dans la fourrure de Dakota. Je ne comprends pas. C'est un chien de sauvetage avec une histoire traumatisante. Ne commencez-vous pas habituellement avec des chiots élevés à cet effet ? L'officier James Lowry, le dresseur de chiens K9 du département, hocha la tête respectueusement. Généralement oui, mais Dakota a démontré des qualités exceptionnelles. Sa capacité à alerter les crises de Sophie sans formation formelle suggère une sensibilité extraordinaire. Nous pensons qu'il pourrait exceller dans le travail de détection, en particulier pour retrouver des personnes disparues, ou dans des scénarios d'alerte médicale. Les aspects financiers de la proposition étaient convaincants. Le département couvrirait toutes les dépenses vétérinaires de Dakota, fournirait une formation professionnelle d'une valeur de milliers de dollars et paierait une allocation mensuelle qui aiderait à couvrir les factures médicales de Sophie. En retour, Dakota travaillerait 20 heures par semaine avec l'unité K9 après avoir terminé sa formation. Et son temps avec Sophie ? Demanda Robert, ses instincts protecteurs s'enflammant. Les crises peuvent survenir à tout moment. Nous y avons pensé, répondit le chef Wilson. Nous avons pris des dispositions avec le Dr Williams au sanctuaire pour élaborer un programme de formation spécialisé qui s'adapte aux heures d'école et aux rendez-vous médicaux de Sophie. Dakota travaillerait principalement lorsque Sophie est à l'école et nous nous assurerions qu'il est disponible pendant ces périodes de plus grand risque. Sophie, qui avait écouté tranquillement, prit soudain la parole. Dakota aurait-il un badge de police et l'un de ses gilets spéciaux ? L'officier Lowry sourit, s'accroupissant à sa hauteur. Il le ferait en effet. Il serait un chien policier K9 officiel avec son propre numéro de badge et vous pourriez assister à sa cérémonie de remise des diplômes lorsqu'il terminera sa formation. La perspective illumina le visage de Sophie un instant avant que le doute ne trouble son expression.
Mais si j'ai une grosse crise et qu'il travaille? Et si j'ai besoin de lui et qu'il n'est pas là? C'était la question que Robert avait eu peur d'articuler pendant des mois. Dakota avait été le gardien de Sophie, alertant souvent avant qu'une crise ne frappe, se positionnant pour amortir les chutes et restant avec elle tout au long de chaque épisode. La pensée de l'absence de Dakota pendant un moment critique glaça le cœur de Robert. Malgré ses réserves, Robert reconnut l'opportunité que cela représentait. Les dépenses médicales de Sophie s'étaient accumulées régulièrement et le neurologue pédiatrique spécialisé du comté voisin, leur meilleur espoir pour une meilleure gestion des crises, n'acceptait pas leur assurance. Le soutien financier du programme K9 pourrait rendre ces soins spécialisés possibles. Après de longues discussions et une mûre réflexion, ils acceptèrent une période d'essai. Dakota commença à s'entraîner avec l'officier Laurie 3 matins par semaine pendant que Sophie était à l'école. Le berger se révéla être un élève exceptionnel, maîtrisant des commandes et des scénarios qui prenaient généralement des mois à d'autres chiens. Les dresseurs s'émerveillaient de sa capacité à passer d'une vigilance professionnelle pendant les séances d'entraînement à une attention douce lorsqu'il était réuni avec Sophie. Il comprend la différence entre ces emplois, expliqua l'officier Laurie, regardant Dakota se transformer d'un chien policier concentré en un compagnon thérapeutique au moment où Sophie apparaissait. C'est comme s'il avait 2 côtés distincts à sa personnalité, chacun parfaitement adapté à son objectif. Alors que Dakota progressait dans sa formation, l'état de Sophie prit une tournure inquiétante. Les crises qui avaient diminué en fréquence à l'arrivée de Dakota dans leur vie recommencèrent à s'intensifier. Les épisodes devinrent plus longs, plus graves et de plus en plus résistants à ces médicaments. Robert se retrouva à faire des allers-retours hebdomadaires aux urgences, tenant la petite main de sa fille pendant que les médecins administraient des médicaments de secours pour arrêter des crises qui ne s'arrêtaient pas dès les mêmes. Nous devons ajuster son plan de traitement, expliqua le docteur Henderson, le neurologue de longue date de Sophie lors d'un autre rendez-vous de suivi. L'EEG montre une activité accrue dans le lobe temporal. J'aimerais la référer au docteur Elisa Montgomery au Children's Memorial. Elle est spécialisée dans les cas complexes d'épilepsie pédiatrique. Le cœur de Robert se serra alors qu'il examinait les documents de référence. Le Children's Memorial était à 3 heures de route, et le docteur Montgomery, comme il l'avait craint, n'était pas couverte par leur assurance. La consultation initiale seule coûterait plus d'1 mois de son salaire. Y a-t-il une autre option? Demanda Robert, détestant le désespoir dans sa voix. L'expression du docteur Henderson s'adoucit avec un regret sincère. Pour la gestion de routine de l'épilepsie, oui, mais le cas de Sophie devient de plus en plus complexe. Le docteur Montgomery a mis au point un protocole de diagnostic spécifiquement pour des cas comme le sien où les traitements standards ne fournissent pas un contrôle adéquat des crises. Je ne le suggérerais pas si je ne pensais pas que c'était nécessaire. Cette nuit-là, après que Sophie se soit finalement endormie avec Dakota vigilant à côté de son lit, Robert s'assit à la table de la cuisine entouré de factures de relevés d'assurance et de lettres de refus. La maison que lui et Jennifer avaient achetée avec tant d'espoir lui semblait maintenant s'effondrer. Le toit avait besoin de réparation, le système de chauffage tombait en panne et maintenant Sophie avait besoin de soins médicaux spécialisés qu'il ne pouvait pas se permettre. L'allocation du programme K9 aidait mais pas assez pour les dépenses croissantes. En désespoir de cause, Robert appela Sarah Williams au sanctuaire pour discuter d'une augmentation des heures de formation de Dakota pour une compensation supplémentaire. Sarah écouta avec sympathie puis fit une suggestion qui surprit Robert. La cérémonie de remise des diplômes K9 est le mois prochain et c'est un événement communautaire important. Les entreprises locales font des dons très généreux au programme. Avec votre permission, je pourrais parler au chef Wilson de la mise en lumière de l'histoire de Sophie et Dakota. Une collecte de fonds coordonnée avec la cérémonie pourrait générer suffisamment de soutien pour le traitement de Sophie. L'idée de présenter publiquement les difficultés médicales de sa fille mettait Robert profondément mal à l'aise. Jennifer avait toujours été farouchement protectrice de la vie privée de Sophie. Mais face à l'alternative de lui refuser des soins médicaux potentiellement salvateurs, il accepta à contre-cœur. Les semaines précédant la cérémonie de remise des diplômes K9 de Dakota furent un tourbillon de préparatifs. Les médias locaux reprirent l'histoire du chien de sauvetage maltraité qui était devenu à la fois un animal d'assistance dévoué à un enfant épileptique et un chien policier prometteur. Sophie fut interviewée pour le journal de l'école, expliquant fièrement comment Dakota pouvait sentir les crises avant qu'elles ne se produisent. L'officier Laurie s'arrangea pour que Sophie présente à Dakota son gilet K9 officiel pendant la cérémonie,
Un honneur qui la fit pratiquer sa partie tous les soirs avant de se coucher. Le jour de la cérémonie se leva clair et lumineux. Le terrain d'entraînement du département de police avait été transformé avec des rangées de chaises pliantes, un podium décoré du drapeau américain et une table d'exposition présentant des photographies des équipes K9 diplômées. Sophie portait sa robe bleue préférée avec des papillons brodés le long de l'ourlet, ses cheveux soigneusement tressés par Madame Chan d'à côté. Dakota avait été professionnellement toiletté, son pelage brillant sous le soleil du matin, alors que l'officier Laurie le faisait passer par les dernières courses d'entraînement. La cérémonie commença par le discours de bienvenue du chef, suivi d'une démonstration des compétences spécialisées de chaque chien diplômé. Lorsque vint le tour de Dakota, il se comporta parfaitement, localisant les objets d'entraînement cachés et répondant aux commandes de l'officier Laurie avec une précision qui suscita des applaudissements appréciatifs de la part du public. Robert était assis au premier rang, à côté de Sophie, la poitrine serrée par des émotions contradictoires. Fierté des réalisations de Dakota et anxiété quant à l'appel de fond qui suivrait. Alors que la démonstration de Dakota se terminait, l'officier Laurie appela Sophie à la zone de présentation. Elle s'avança portant soigneusement le gilet K9 de taille spéciale, avec Dakota brodé à côté de l'insigne de la police. Le public se tut alors que la petite fille présentait solennellement le gilet à l'officier Laurie, qui l'aida à le placer sur Dakota. Le berger se tenait parfaitement immobile, sa posture transmettant d'une manière ou d'une autre de la dignité malgré les flashs des appareils photo et les murmures de la foule. « Et maintenant, » annonça l'officier Laurie, « Dakota aimerait démontrer sa compétence la plus importante, celle qui a inspiré notre département à l'accueillir dans notre programme K9. » C'était le moment qu'ils avaient prévu. Dakota allait effectuer une démonstration d'alerte de crise avec un volontaire d'entraînement montrant la capacité qui le rendait exceptionnel. Mais alors que Sophie se tournait pour retourner à sa place, Dakota se raidit soudainement, son attention fixée sur elle avec une intensité que Robert reconnut immédiatement. « Sophie !» cria Robert se levant déjà de sa chaise. Mais il était trop tard. Devant des centaines de témoins, le corps de Sophie se raidit, ses yeux roulèrent en arrière, alors qu'elle s'effondrait sur le terrain herbeux. Dakota rompit la formation avant que quiconque ne puisse réagir, se positionnant sous le corps tombant de Sophie et aboyant l'alerte spécifique qu'il avait développée pour ses crises les plus graves. La démonstration était devenue horriblement réelle. Ce qui suivit fut un tourbillon d'activités. L'officier Laurie appelant les ambulanciers paramédicaux de la station voisine par précaution, Robert administrant les médicaments d'urgence de Sophie avec des mains tremblantes, Dakota refusant de la quitter même à l'arrivée du personnel médical. La crise ne répondit pas aux premiers médicaments de secours, continuant avec une intensité qui laissa les lèvres de Sophie bleutées. « Nous devons la transporter maintenant », décida le chef des ambulanciers, transférant efficacement Sophie sur une civière. Riverest Général est à 7 minutes. Alors qu'il chargeait Sophie dans l'ambulance, Dakota tenta de suivre, tirant sur la laisse de l'officier Laurie. La détresse du berger était palpable, ses aboiements d'alerte continuant même après la fermeture des portes de l'ambulance. À ce moment-là, Robert prit une décision en une fraction de seconde. « Laissez-les venir », dit-il à l'officier Laurie montant déjà dans l'ambulance. « Elle a besoin de lui. » Le gilet K9 de cérémonie fut retiré à la hâte alors que Dakota sautait dans l'ambulance, se positionnant immédiatement aussi près de Sophie que les ambulanciers le permettaient. Tout au long du voyage frénétique vers Rivercrest Général, alors que la crise de Sophie continuait au-delà de la marque des 15 minutes, qui constituait un état de mal épileptique, Dakota maintint son attention vigilante, établissant occasionnellement un contact visuel avec Robert, comme pour communiquer une préoccupation partagée. Ils arrivèrent à l'hôpital pour trouver le service des urgences déjà alerté de leur situation. Le docteur Mark Peterson, le médecin traitant, jeta à peine un coup d'œil à Dakota alors qu'il transférait Sophie dans une salle de traitement. « Pas de chien aux urgences », déclara-t-il fermement, désignant la salle d'attente. Politique de l'hôpital. Robert commença à protester, mais une infirmière intervint, reconnaissant le rôle spécialisé de Dakota. « C'est son chien d'alerte aux crises, docteur Peterson. On nous a demandé de faire des aménagements pour les animaux d'assistance. » Avec une réticence visible, Peterson permit à Dakota de rester, bien qu'il insista pour que le chien reste de l'autre côté de la salle de traitement. Alors que l'équipe médicale travaillait à stabiliser Sophie, dont la crise avait finalement commencé à s'atténuer sous l'influence de médicaments plus puissants, Robert se retrouva à observer attentivement Dakota.
Le comportement du berger était passé de l'alerte à la vigilance, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sophie. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisa à ce moment chaotique, c'est que cette crise marquait le début du chapitre le plus difficile de leur voyage, un chapitre qui mettrait à l'épreuve les limites de la médecine, révélerait des liens inattendus, et finalement démontrerait le lien extraordinaire entre une fille brisée et le chien qui refusait de la laisser partir. Les lumières fluorescentes du service des urgences de l'hôpital général de Riverest projetaient des ombres dures sur le visage pâle de Sophie, alors que l'équipe médicale travaillait à stabiliser son état. Le docteur Mark Peterson se déplaçait avec une efficacité clinique, aboyant des ordres pour les dosages de médicaments et les tests diagnostiques tout en reconnaissant à peine la présence de Robert. 6 heures après l'admission, l'activité épileptique de Sophie avait finalement cessé, mais elle restait inconsciente, son petit corps connecté à un éventail alarmant d'équipements de surveillance. Nous avons administré 3 séries de médicaments antiépileptiques, expliqua le docteur Peterson examinant les dossiers sans établir de contact visuel. La crise a cessé, mais elle ne reprend pas conscience au rythme que nous attendrions. Nous devrons effectuer un EEG pour évaluer l'activité cérébrale et vérifier les dommages potentiels causés par une activité épileptique prolongée. Robert se tenait au chevet de sa fille, une main posée de manière protectrice près de la sienne, l'autre caressant distraitement la tête de Dakota. Le berger avait maintenu une présence calme et vigilante tout au long de l'urgence, son comportement impeccable malgré l'environnement chaotique. Ce n'est pas sa première crise grave, expliqua Robert. Son temps de récupération varie, mais elle commence généralement à réagir en quelques heures. L'expression du docteur Peterson resta impassible alors qu'il faisait une autre annotation dans le dossier de Sophie. Monsieur Taylor, les crises d'état de mal épileptique d'une durée de plus de 30 minutes peuvent causer des dommages neurologiques importants. Votre fille a eu une crise pendant près de 45 minutes avant que nous n'obtenions le contrôle. Nous devons nous préparer à la possibilité que cet épisode soit qualitativement différent de ses expériences précédentes. La brutalité de l'évaluation de Peterson frappa Robert comme un coup physique. Il baissa les yeux vers Dakota, puisant de la force dans la présence stable du chien. Le docteur Henderson gère son épilepsie depuis qu'elle a 3 ans. J'aimerais qu'il soit consulté sur son cas. Le docteur Henderson est en dehors de la ville pour une conférence, répondit Peterson d'un ton dédaigneux. J'ai examiné ses dossiers et je suis tout à fait capable de gérer ses soins. Maintenant, je dois vérifier d'autres patients. Une infirmière viendra sous peu pour l'emmener pour le EEG. Alors que Peterson quittait la pièce, Robert remarqua que l'attention de Dakota passait de Sophie au médecin. La posture du berger changea subtilement alors qu'il suivait les mouvements de Peterson. C'était la même vigilance qu'il affichait lorsqu'il rencontrait quelque chose de potentiellement menaçant pendant son entraînement K9. Pas de l'agressivité mais une conscience accrue. Les heures qui suivirent se brouillèrent dans un voile de tests diagnostiques de consultation chuchotés dans les couloirs, juste au-delà de l'ouïe de Robert et du bip constant et discordant de l'équipement de surveillance. Dakota resta une sentinelle inébranlable, mais fut autorisée à rester près de Sophie grâce à son statut officiel de K9 et à l'intervention d'une infirmière sympathique qui lui apporta de l'eau et arrangea un petit lit à côté de celui de Sophie. Peu après minuit, Robert s'assoupit par intermittence dans le fauteuil inconfortable du visiteur pour être réveillé en sursaut par le doux gémissement de Dakota. Le berger s'était levé, l'attention fixée intensément sur Sophie. Robert vérifia immédiatement les moniteurs qui ne montraient aucun changement puis étudia le visage de sa fille. Sa couleur semblait différente, une subtile teinte grisâtre sous la pâleur. « Infirmière » appela Robert appuyant sur le bouton d'appel à plusieurs reprises. « Quelque chose ne va pas ? S'il vous plaît que quelqu'un vienne la voir. » L'infirmière de nuit arriva rapidement, évalua les signes vitaux de Sophie et appela immédiatement le médecin de garde. En quelques minutes, la pièce se remplit de personnel médical. Robert se retrouva pressé contre le mur, Dakota à ses côtés tandis que les médecins donnaient des ordres rapides. Les alarmes des moniteurs commencèrent à retentir en un chœur discordant alors que les niveaux d'oxygène de Sophie chutaient. « Un arrêt respiratoire !» cria quelqu'un commençant le protocole de réanimation. Robert regarda avec horreur alors qu'il plaçait un tube respiratoire dans la gorge de sa fille, le reliant à un ventilateur qui commença le travail rythmique de la respiration pour elle. Un médecin qu'il n'avait jamais vu auparavant, le médecin de garde de nuit, effectua un examen neurologique rapide éclairant les yeux insensibles de Sophie et testant ses réflexes. « Pagez le docteur Peterson », ordonna le médecin à une infirmière.
Il suit ce cas et voulait être informé de tout changement. 20 minutes angoissantes plus tard, Peterson arriva, ses blouses semblant fraîchement changées malgré l'heure tardive. Il examina les nouveaux résultats des tests avec le médecin traitant à voix basse avant d'approcher Robert. « Monsieur Taylor, l'état de votre fille s'est considérablement détérioré », déclara Peterson. L'EEG montre une activité cérébrale minimale et elle a maintenant besoin d'un support ventilatoire. Ces résultats combinés à son incapacité à réagir aux stimuli indiquent une grave atteinte neurologique. « Que dites-vous » demanda Robert, sa voix à peine audible. « Je dis que la crise prolongée semble avoir causé des dommages cérébraux catastrophiques. Nous continuerons les soins de soutien et la surveillance, mais vous devriez vous préparer à la possibilité qu'elle ne retrouve pas de fonction neurologique significative. » Peterson délivra cette évaluation dévastatrice avec un détachement clinique se retournant déjà vers le poste des infirmières. « Attendez » cria Robert, le désespoir dans la voix. « Il doit y avoir autre chose que nous puissions faire. Des spécialistes que nous pouvons consulter, des traitements que nous n'avons pas essayés. » Peterson soupira, vérifiant sa montre. « Monsieur Taylor, je comprends que c'est difficile à accepter. Nous fournissons des soins standards pour cette condition compte tenu de nos ressources limitées et de la gravité des dommages. Le transfert vers un établissement spécialisé serait futile. Le plus gentil maintenant est de se concentrer sur les mesures de confort et de commencer à envisager les décisions de fin de vie. » Robert regarda le médecin avec incrédulité, incapable de digérer la suggestion qu'il devrait se préparer à la mort de Sophie. « Elle a 6 ans, dit-il d'une voix engourdie. 6. Vous ne pouvez pas simplement me dire de l'abandonner. »« Je ne vous suggère pas d'abandonner, » répondit Peterson, une pointe d'impatience se glissant dans son ton. « Je vous donne mon évaluation médicale basée sur 30 ans d'expérience. Votre fille a subi une lésion neurologique catastrophique. La médecine moderne a ses limites. » Tout au long de cet échange, Dakota était devenue de plus en plus agitée, faisant les 100 pas entre le lit de Sophie et la porte, gémissant doucement selon un schéma que Robert reconnaissait des alertes de crise du chien. Observant ce comportement, Robert sentit une vague de détermination traverser son choc. « Je veux un deuxième avis », déclara-t-il fermement. « Et je veux qu'elle soit transférée au Children's Memorial au service du Dr Montgomery. Elle est spécialisée dans les cas complexes d'épilepsie pédiatrique. » L'expression de Peterson se durcit. « Monsieur Taylor, ce n'est pas une demande raisonnable. Premièrement, le Children's Memorial est à près de 3 heures de route. Votre fille n'est pas assez stable pour un transfert. Deuxièmement, leur service spécialisé serait gaspillé sur un cas avec un pronostic aussi médiocre. Troisièmement, si je comprends bien, votre assurance ne couvre pas le traitement là-bas. »« Je me fiche de l'assurance, » insista Robert. « Nous trouverons une solution. Sophie mérite toutes les chances. Même si j'approuvais le transfert, ce que je ne ferais pas, leur comité d'éthique refuserait probablement d'accepter un cas avec des perspectives de rétablissement aussi minimes. Cela priverait d'autres enfants de ressources qui pourraient réellement les aider. » Le ton de Peterson avait pris une qualité condescendante qui alluma une étincelle de colère dans le chagrin de Robert. « Vous ne connaissez pas ma fille, » dit Robert, luttant pour garder son calme. « Elle a surmonté tous les obstacles qui lui ont été lancés depuis l'accident. Elle mérite plus que d'être radiée après un seul examen. » Peterson vérifia à nouveau sa montre, ne faisant aucun effort pour cacher son impatience. « Je commanderai un autre EEG pour le matin, mais je ne m'attends pas à ce que les résultats changent. Essayez de vous reposer, monsieur Taylor. L'infirmière peut vous fournir un lit de camp. » Après le départ de Peterson, Robert s'enfonça dans le fauteuil du visiteur accablé par l'impuissance. Dakota s'approcha, posant sa tête sur le genou de Robert dans un geste de solidarité. Les yeux du berger contenaient une profondeur de compréhension qui brisa le calme de Robert, et il se permit enfin de pleurer, une main serrant les doigts flasques de Sophie, l'autre enfouie dans la fourrure de Dakota. Au matin, l'état de Sophie restait inchangé. L'EEG de suivi confirma l'évaluation de Peterson. Activité cérébrale minimale insuffisante pour maintenir les fonctions de base sans soutien. Au fil de la journée, divers membres du personnel médical allèrent et vinrent, leurs expressions passant d'une préoccupation professionnelle à une pitié à peine dissimulée lorsqu'ils pensaient que Robert ne regardait pas. Vers midi, l'officier Laurie arriva, apportant des vêtements propres pour Robert et de la nourriture pour Dakota. Le dresseur de chiens K9 observa l'état de Sophie avec une gravité silencieuse, posant une main de soutien sur l'épaule de Robert. « Tout le département la soutient, » dit simplement Laurie. « Le chef Wilson demande s'il y a quelque chose que nous puissions faire. Collecte de fonds pour des spécialistes, organisation du transport, tout ce dont vous avez besoin. »
Robert expliqua le refus de Peterson de considérer le transfert et son rejet des options de traitement supplémentaires. Pendant qu'il parlait, il remarqua que l'expression de Laurie changeait, un éclair de reconnaissance traversant ses traits au nom de Peterson. « Peterson ?» répéta Laurie pensivement. Grand, environ 60 ans, les cheveux argentés, a toujours l'air de sentir quelque chose de mauvais. Robert hocha la tête, surpris par la description précise. « Je le pensais », continua Laurie, sa voix baissée. « Il y a une histoire là-bas. Il y a environ 5 ans, Jake Morgan, vous savez, ce motard qui dirige le programme de sensibilisation des vétérans, a agressé Peterson sur le parking de l'hôpital. Il a eu 18 mois pour ça. L'histoire en ville était que Peterson avait refusé l'entrée à un enfant du parc de Caravane qui avait besoin de soins d'urgence, des problèmes d'assurance ou quelque chose comme ça. L'enfant s'est retrouvé avec des complications permanentes. Jake a pété les plombs quand il l'a découvert. L'information s'installa inconfortablement dans l'esprit de Robert, ajoutant une autre dimension à l'attitude dédaigneuse de Peterson. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau pour laisser entrer une jeune neurologue qui se présenta comme le docteur Amara Singh, expliquant qu'elle consultait sur le cas de Sophie à la demande de l'administration de l'hôpital. Le docteur Singh examina les tests de Sophie et l'examina minutieusement, accordant une attention particulière aux réponses pupillaires et aux réactions réflexes subtiles que Peterson semblait avoir négligées. Tout au long de son examen, Dakota observa attentivement son comportement nettement différent de celui lors des visites de Peterson. Plus calme, moins agité. « Monsieur Taylor, » dit finalement le docteur Singh, « j'aimerais commander des tests supplémentaires. Un EEG plus complet avec des protocoles de provocation et des mesures spécifiques de réponse autonome. » L'évaluation du Dr Peterson se concentre sur l'activité corticale, mais il existe des fonctions cérébrales plus profondes que nous devrions évaluer avant de faire un pronostic définitif. Pour la première fois en 24 heures, Robert sentit une faible lueur d'espoir. Le Dr Peterson approuvera-t-il ces tests? Il semblait convaincu que toute intervention supplémentaire serait futile. L'expression du Dr Singh resta professionnellement neutre, mais ses yeux transmettaient de la compréhension. En tant que neurologue consultante, je peux commander ces tests indépendamment. J'en ai déjà discuté avec le chef de médecine. Les tests supplémentaires consommèrent la majeure partie de l'après-midi. Robert resta aux côtés de Sophie, puisant de la force dans la présence inébranlable de Dakota et le soutien silencieux de l'officier Laurie. À l'approche du soir, le docteur Singh revint son expression grave mais pas désespérée. Les tests supplémentaires montrent quelque chose d'intéressant, expliqua-t-elle, affichant des relevés complexes sur sa tablette. Il y a une activité corticale typique minimale, ce sur quoi le docteur Peterson s'est concentré. Cependant, nous voyons une préservation des fonctions autonomes et certaines réponses sous-corticales qui suggèrent que les dommages pourraient être moins catastrophiques que ce qui avait été initialement évalué. Il est possible que nous ayons affaire à un état postictal profond plutôt qu'à des dommages irréversibles. Qu'est-ce que cela signifie pour Sophie ? Demanda Robert, s'accrochant à chaque mot. Cela signifie que nous ne devrions pas nous précipiter vers des conclusions pessimistes, répondit le docteur Singh avec prudence. Je recommanderais de la transférer au Children's Memorial pour une évaluation plus approfondie et une prise en charge par le docteur Montgomery. Robert sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Mais le docteur Peterson a dit que ce n'était pas possible. Je me suis déjà arrangé pour le transfert, dit le docteur Singh. L'ambulance est en route. Le voyage vers le Children's Memorial fut une course contre la montre. L'état de Sophie restait précaire, mais la présence de Dakota à ses côtés semblait lui apporter un certain réconfort. À leur arrivée, le docteur Montgomery, une femme aux yeux vifs et à l'attitude calme, les attendait. Elle examina Sophie avec une attention méticuleuse, puis se tourna vers Robert. « Je suis d'accord avec l'évaluation du docteur Singh, dit-elle. Il y a de l'espoir. » Les jours suivants furent un tourbillon de tests et d'ajustements de médicaments. Dakota resta constamment aux côtés de Sophie, son calme et sa vigilance étant une source de réconfort pour Robert. Lentement, très lentement, Sophie commença à montrer des signes d'amélioration. Un léger mouvement d'un doigt, un clignement d'œil, un faible gémissement. Chaque petit progrès était une victoire. Un matin, Robert se réveilla pour trouver Sophie le regardant, ses yeux bleu-gris clairs et conscients. « Papa » murmura-t-elle, sa voix faible mais reconnaissable. Les larmes coulèrent sur le visage de Robert alors qu'il la serrait dans ses bras. Dakota, alertée par le changement, posa sa tête sur le lit, gémissant doucement. Le chemin vers le rétablissement de Sophie serait long et difficile, mais Robert savait qu'il ne serait pas seul.
Ils avaient Dakota le chien qui avait refusé de la laisser partir, et une nouvelle famille de soutien à l'hôpital Children's Memorial. La vie avait jeté des défis inimaginables à Robert Taylor et à sa fille, mais ils avaient prouvé que l'amour, la résilience et le lien extraordinaire entre un humain et un animal pouvaient surmonter même les circonstances les plus sombres. Et au milieu de tout cela, Dakota, le berger allemand autrefois brisé, était devenu un symbole d'espoir, de loyauté et de la puissance inébranlable de l'esprit. Son histoire entrelacée avec celle de Sophie était un témoignage du fait que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à trouver, une main ou une patte à tenir et un chemin vers la guérison. Le chef Wilson et l'officier Laurie vinrent leur rendre visite quelques jours plus tard. Ils étaient ravis de voir l'amélioration de Sophie. « Nous sommes si fiers de Dakota », dit le chef Wilson. « Il est un véritable héros. » L'officier Laurie sourit. Il a prouvé qu'il était bien plus qu'un chien policier. Il est un membre de la famille. Robert regarda Sophie qui caressait la tête de Dakota. Il est tout pour nous, dit-il. La collecte de fonds organisée par Sarah Williams et le département de police fut un succès retentissant. La communauté de Riverest se rallia autour de la famille Taylor et les fonds recueillis permirent à Sophie de recevoir les meilleurs soins possibles au Children's Memorial. L'histoire de Sophie et Dakota devint une source d'inspiration pour beaucoup, un rappel que même dans l'adversité, l'espoir et la compassion peuvent briller. Et ainsi la vie continua pour Robert, Sophie et Dakota. Les défis restaient mais ils les affrontaient ensemble, une famille unie par l'amour, la loyauté et le lien indéfectible entre une fille et son chien. Et chaque fois que Sophie souriait, Robert savait que chaque épreuve en valait la peine. Car dans les yeux de Dakota, il voyait le reflet d'un amour inconditionnel, un amour qui avait le pouvoir de guérir, de protéger et de transformer des vies. Et c'était tout ce qui comptait. Fin.